Situation super classique, presque banale en fait dans le monde des affaires. Ouais, Une boîte cherche à augmenter sa rentabilité. Et la réaction immédiate du conseil d'administration, c'est quoi? on réduit les coûts, classique. Exactement. On coupe. On coupe dans les budgets, on optimise la chaîne logistique à mort, on demande aux équipes de faire toujours plus avec moins. C'est genre essayer de presser une éponge déjà complètement sèche. Ouais, en espérant en faire sortir une toute dernière goutte d'eau. C'est ça. C'est épuisant, c'est destructeur, et à la fin, il y a de toute façon plus rien à presser. Mais la nature, elle presse pas d'éponge. Non, c'est clair. Elle optimise pas la rareté. Elle se contente de détourner subtilement le lit de la rivière pour créer une zone d'abondance totale, tu vois. Et c'est un changement de paradigme complet, pour le coup. Au lieu de chercher à survivre dans un système contraint, on modifie les règles du système lui-même. Ah ouais, c'est puissant. C'est d'ailleurs ce qui ressort de manière frappante quand on regarde les données économiques récentes et les travaux de stratèges comme Paul Boulanger ou Günther Pauli. Le biomimétisme, aujourd'hui, c'est plus du tout confiné aux laboratoires de biologie. Exactement. Et bienvenue dans ce nouveau décryptage pour ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, on analyse un sujet vraiment fascinant à travers des documents hyper concrets. Ouais, on a du lourd. Des rapports macroéconomiques, des pitch decks de start-up, des études de cas. Voilà, et la mission, c'est de comprendre comment le biomimétisme est devenu la fondation de business plans ultra réalistes, diversifiés et, disons-le franchement, sans aucun bullshit corporatiste. C'est ça, on oublie le greenwashing. On l'oublie complètement. On parle de rentabilité pure, de réduction massive des coûts d'investissement et de cascade de revenus. Mais avant d'aller chercher ces modèles atypiques, j'ai envie de poser la question qui fâche. Je t'écoute. Est-ce qu'on a la preuve que c'est pas juste une utopie pour ingénieurs un peu idéalistes? Alors oui, et la preuve, elle se lit directement dans les bilans comptables. Si on regarde les données publiées par SIA Partners et l'INSEE en France, on parle pas d'un petit marché de niche là. Ah bon? On en est où au niveau des chiffres? Les projections estiment un potentiel de 50 000 emplois créés d'ici 2030, avec un gain de valeur ajoutée de 500 millions d'euros. Ah ouais, quand même. Et c'est pas une vague promesse. Il y a déjà plus de 105 entreprises françaises dont c'est le cœur d'activité. Et ce qui est fou, c'est que ça attire des acteurs diamétralement opposés. D'un côté, tu as des startups ultra agiles, et de l'autre, les mastodontes de l'industrie avec une puissance de feu gigantesque. Justement, en parlant des mastodontes, j'ai vu passer ces exemples dans nos sources. T'as Airbus qui utilise des algorithmes imitant la croissance des os pour imprimer des pièces en 3D. Tout à fait. T'as Renault qui étudie le métabolisme humain pour ses moteurs hybrides. Chez Engie, il remplace le chlore toxique par des polymères de bactéries marines. C'est brillant. C'est brillant techniquement, ouais. Mais je me fais l'avocat du diable une seconde. Vas-y. Est-ce qu'alléger une caisse chez Airbus, c'est vraiment un changement de business model? Airbus vend toujours des avions de ligne à la fin. C'est pas juste une astuce de design intelligente pour faire un beau communiqué de presse. C'est une super objection. Et c'est là qu'il faut tracer une ligne hyper claire. Si on s'arrête à la simple copie d'une forme, genre copier un os pour alléger une charnière, on reste dans de l'optimisation cosmétique. Ouais, de l'ingénierie pure, quoi. Exactement. C'est excellent pour les marges, ça sauve des tonnes de kérosène, mais non, ça ne transforme pas l'entreprise. Pour un vrai bouleversement du modèle d'affaires, il faut passer de la copie de la forme à la copie du système. Utiliser la nature comme un mentor stratégique, pas comme un catalogue de pièces détachées. Et du coup, comment on passe de cette belle idée un peu philosophique à une vraie stratégie d'entreprise? Parce que si je dis à un dirigeant « inspire-toi de la forêt pour gérer ta boîte », il va me regarder avec des yeux ronds. C'est clair, il faut une méthode. Et c'est là que l'approche du cabinet Picaya, expliquée par Paul Boulanger, est redoutable. Ils ont un process en 5 étapes, 0 improvisation. Ok, c'est quoi les étapes? Étape 1, tu décris le problème de manière purement fonctionnelle. 2, tu l'abstrais pour le transposer au monde biologique. 3, tu identifies quels organismes ont ce même problème. Logique. 4, tu analyses comment ils le résolvent mécaniquement. Et 5, la plus dure, tu réintègres ça dans la chaîne de valeur de l'entreprise. D'accord. Faut qu'on prenne un exemple, parce que ça peut paraître abstrait. On a dans nos sources le pitch deck de la start-up Altis Biosystem. Ah oui, excellent exemple. Ils ont levé des fonds en série A. Pour resituer pour notre auditoire, le série A, c'est ce moment où une start-up a prouvé son concept et va chercher des dizaines de millions d'euros pour passer à l'échelle industrielle. C'est le moment de vérité face au fonds institutionnel. C'est ça. Et que fait Altis? Au lieu de tester des médicaments sur des animaux ou sur des cellules plates en plastique, ils utilisent des cellules souches pour recréer un véritable épithélium d'intestin humain.
La paroi interne de l'intestin, oui. Ce qui est fascinant avec ce pitch deck, c'est comment le biomimétisme s'intègre aux standards impitoyables du capital risque. Altice n'a pas vendu de la poésie sur la nature. Non, ils ont vendu des chiffres. C'est énorme ça. Les investisseurs n'ont pas financé une idée écolo, ils ont financé une technologie biologiquement et économiquement supérieure. Tout à fait. Ça me fait penser à un principe de boulanger. La nature sait pertinemment que l'énergie est rare. Elle innove donc en permanence pour l'économiser. C'est la base de la survie. Voilà. Une entreprise devrait appliquer cette même pondération entre l'énergie qu'elle a, ce qu'elle stocke, et ce qu'elle produit. Mais du coup, pourquoi est-ce que 99% des boîtes continuent de fonctionner à l'ancienne si c'est si logique? Parce que les dirigeants sont conditionnés par un formatage très spécifique. Si tu regardes l'analyse de Gunther Pauli, le créateur de l'économie bleue, Oui. il pointe du doigt les écoles de commerce. Les MBA traditionnels enseignent l'exact opposé des principes naturels. C'est-à-dire? Le dogme absolu, c'est la maximisation, la standardisation, l'économie d'échelle basée sur la pénurie et surtout l'obsession du cœur de métier. Le fameux core business. On apprend aux gens à faire une seule chose, le moins cher possible, et à ignorer tout le reste. Absolument. Pauli oppose à ça son MBA de la nature, le master en brillance adaptation. Dans une forêt, il n'y a pas de cœur de métier. Un arbre se dit pas « bon, moi je fais des feuilles et les feuilles mortes, c'est le problème du voisin ». Ouais, ils sous-traitent pas ses déchets. Voilà. L'écosystème repose sur l'abondance, la diversité extrême. Le déchet de l'un est littéralement la matière première de l'autre. Et c'est là que l'économie bleue frappe fort en critiquant l'économie verte classique. L'exemple du savon de Pauli est fou. L'histoire de l'huile de palme. Ouais, l'approche verte dit « le pétrole c'est mal pour le savon, utilisons de l'huile de palme pour faire un savon biodégradable ». Sur le papier, le bilan carbone est super. Sauf qu'en vrai, on rase les forêts d'Indonésie, on détruit l'habitat des orang-outans, on cherche juste à faire moins mal. Moi je vois l'entreprise traditionnelle comme un tunnel. C'est une bonne image. On avance dans le noir, on regarde qu'une sortie, le produit final. Alors que l'économie bleue, c'est un prisme. Un rayon de lumière entre, la matière première, et il se fragmente en plein de couleurs, représentant plein de sources de revenus. C'est hyper visuel. Mais pour que ce prisme devienne réalité, faut s'attaquer au vrai éléphant dans la pièce de l'industrie. Les coûts de production? Les coûts. Et surtout, la chimie toxique et l'énergie lourde. C'est le poste le plus volatile et risqué. Or, la nature n'utilise presque jamais de chimie agressive ou de four à 1000 degrés. Elle utilise la physique. C'est-à-dire? La gravité, tout ça. La gravité? La thermodynamique, la pression, la géométrie. Et la physique a un avantage écrasant. Elle est infaillible et surtout elle est gratuite. Ah ouais. Remplacer la chimie payante par la physique gratuite. Parlons des factures d'énergie. Dans le bâtiment, on parle souvent de CAPEX et d'OPEX. Oui, l'investissement initial et les coûts opérationnels. Le CAPEX, c'est le gros chèque pour acheter des énormes clims. L'OPEX, c'est la facture d'électricité monumentale chaque mois. Pour pulvériser ça, nos sources parlent des termites. Ouh, les termites, c'est un chef-d'œuvre de thermodynamique. En fait, ils cultivent des champignons dans leur nid pour manger. Ok. Ce champignon est hyper fragile. Il exige 30 degrés constants, alors que dehors, dans la savane, ça passe de 40 le jour à 0 la nuit. Et ils n'ont pas de clim, évidemment. Zéro électricité. Ils construisent des cheminées et des canaux souterrains. En jouant sur les différences de pression atmosphérique et les flux d'air, la termitière s'autorégule passivement. Et on a aussi l'exemple des zèbres, qui est génial visuellement. Les rayures noires et blanches. C'est pas juste pour se cacher des lions. Non. Le noir absorbe la chaleur, le blanc la réfléchit. Et ça crée quoi? Juste au-dessus de la peau, l'air chaud des rayures noires monte et l'air frais des rayures blanches prend sa place. Ça fait des micro-courants de convection. Exactement. Le zèbre, juste en se tenant au soleil, génère sa propre brise et baisse sa température de 7 à 8 degrés. Si on applique ça aux façades de nos immeubles en verre, on élimine le besoin de clim mécanique. Et cette logique de structure passive, elle va même jusqu'à la médecine de pointe. T'as vu l'histoire des pacemakers? Oui, avec les baleines, c'est ça? Ouais. Aujourd'hui, un pacemaker coûte genre 50 000 € avec l'opération. Il y a une batterie au lithium qu'il faut changer au bout de 10 ans. Les chercheurs ont regardé le cœur des baleines. Il fait la taille d'une petite voiture. C'est immense. Comment l'impulsion électrique traverse toute cette graisse sans s'épuiser? La nature utilise des voies de conduction spécifiques, un câblage biologique passif. Et donc, en comprenant ça, on développe des substituts avec des nanotubes en céramique qui reproduisent cette conductivité. On passe d'un engin à 50 000 € à un truc passif à 500 €. Et sans parler de la maintenance.
On a le même truc avec la colle. L'entreprise Columbia Forest Products, c'est ça? Exact. Leur problème, c'était la colle pour contreplaquer avec du formaldéhyde. Dérivés pétrochimiques, toxiques, prix qui fluctuent. Leur solution: observer les moules sur les rochers. Les coquillages? Ouais, une moule passe sa vie à se faire frapper par les vagues et pourtant elle sécrète une protéine qui colle sous l'eau. En imitant ça, ils ont fait une colle non toxique. Financièrement, c'est brillant, on sort de la volatilité du pétrole. D'accord, on réduit les coûts et les risques, mais un business plan, ça a besoin de revenus. Est-ce que la nature sait générer de la croissance? C'est là qu'arrive la cascade de revenus. C'est l'argument massu de nos sources. Le café, prenons un espresso. On utilise environ 0,01% de la biomasse de la plante. Les 99,99% restants, on les jette. Et c'est là qu'Ecofulgi en Serbie, dirigé par Ivanka Milenkovic, a tout compris. Au lieu de payer pour jeter le marc de café, ils s'en servent comme terreau. Parce qu'il est déjà stérilisé par l'eau bouillante de la machine? Exact, et bourré de nutriments. Ils cultivent des champignons haut de gamme avec. Mais c'est que le début de la cascade. Ouais, la suite est folle. Après les champignons, le substrat restant a été digéré par le mycélium. C'est plus un déchet, c'est un fourrage surprotéiné qu'ils vendent aux éleveurs. Le bétail mange ça, produit du fumier. Ce fumier va dans un digesteur, des bactéries en font du biogaz pour l'exploitation. Et les résidus liquides du digesteur nourrissent des algues. D'un seul déchet gratuit, on fait des champignons, de la nourriture pour vaches et de l'énergie. On a la même logique avec Agriprotéines en Afrique du Sud ou Songhai en Bénin avec les déchets d'abattoirs. Ah oui, les asticots. Voilà, c'est moins glamour mais hyper efficace. Ils nourrissent des larves de mouches avec ces déchets. Les asticots nettoient tout super vite et en grandissant, ils produisent des enzymes. Et ces enzymes, c'est pour le domaine médical, non? Oui, elles digèrent les tissus nécrosés sans toucher aux tissus sains. Ça permet de soigner les ulcères de diabétiques et d'éviter les amputations. C'est incroyable médicalement, mais économiquement, on ne s'arrête pas là. Une fois les enzymes extraites, on a des tonnes d'asticots qui sont broyés pour faire de l'alimentation pour volailles et poissons. Ce qui remplace la farine de poisson et protège les océans de la surpêche. C'est le business ultime. Un déchet finance la médecine et protège les océans en étant hyper rentable. J'ai un dernier exemple de cascade, si tu veux. La soie d'araignée d'Oxford, étudiée par Fritz Vollrath. Plus solide que l'acier, c'est ça? Plus résistante et hyper flexible. Le secret, c'est la géométrie des protéines au niveau nano, pas une molécule magique. Ils ont modifié des vers à soie nourris aux feuilles de mûrier pour reproduire ces structures. Et ça sert à quoi? À remplacer le titanium hors de prix dans l'aérospatiale ou faire des implants de cartilage parfaits pour le corps humain. Et en plus, les mûriers plantés régénèrent les solarides. Bon, alors là, je me mets dans la peau d'un entrepreneur. Je vais voir mon banquier avec mon pitch deck. Ouais. Je lui dis, bon, je vais cultiver des champignons, vendre du fourrage pour vaches et fournir du gaz. Le mec va me dire que c'est n'importe quoi. Et il va dire que tout éparpille. Voilà. Concentrez-vous sur un produit et revenez. Comment on finance un truc aussi éclaté? C'est le gros frein actuel, mais ça change. La finance classique veut simplifier le risque. Un produit, un marché. Super facile sur Excel. Mais ça rend la boîte super fragile au moindre choc. C'est clair. L'économie bleue dit l'inverse. Cette diversité, c'est le meilleur système d'atténuation des risques. Si le prix de ton champignon s'effondre, tu fais pas faillite, car tu vends toujours du biogaz et du fourrage. Alors oui, les revenus vitaux continuent. Exactement. Et les nouveaux fonds spécialisés comprennent ça. Cette intégration où le déchet de l'un finance l'autre, ça offre une survie que le modèle linéaire peut juste pas garantir. Ce qu'il faut retenir pour ceux qui nous écoutent, c'est que le but, c'est pas de tout révolutionner demain matin. Non, c'est très chirurgical. Tu regardes ton bilan et tu te demandes quels déchets je paye pour faire disparaître, que je pourrais transformer en matière première. Et quelles solutions chimiques je pourrais remplacer par de la physique? Au final, le biomimétisme réaliste, c'est exploiter le plus grand labo de R&D au monde. 4 milliards d'années de tests, de business plans. La nature a fait s'effondrer ceux qui épuisaient leurs ressources et garder ceux qui généraient de la valeur en cascade. Ignorer ça, c'est une erreur capitaliste monumentale. Pour finir, j'aimerais qu'on pousse le truc encore plus loin. Vas-y. On sait imiter les matériaux, la gestion de l'énergie, mais pourquoi s'arrêter à la technique? La prochaine frontière, ce serait pas d'imiter la gouvernance de la nature. Un vaste sujet. Imagine quelle qu'est la prise de décision décentralisée d'une ruche ou l'intelligence distribuée d'un réseau de mycélium sous terre pour restructurer le management de nos multinationales. Des boîtes impossibles à faire s'effondrer de l'intérieur. Voilà. C'est vertigineux pour l'avenir du leadership. Bref, il est vraiment temps de lâcher cette éponge sèche et d'apprendre à observer la rivière.